Aujourd'hui, l'agriculture, donc on sait qu'elle ne va pas bien, vu qu'on peut constater qu'il y a énormément de suicides et de personnes qui arrêtent le métier et de manifestations dans les rues. Oui, Donc si, deux par jour, oui. voilà. Et donc si Monsieur Cheminade était élu, qu'est-ce qu'il envisagerait et quels seraient ses objectifs concernant l'agriculture? Est-ce que ce serait sur des plans plutôt d'autosuffisance ou plutôt de continuer une forte exportation, avoir une polyvalence des fermes ou plutôt une mise en avant culturelle par rapport à la globalisation qu'on peut voir dans beaucoup de pays, tels que la Corée du Sud, qui est complètement américanisée? Ah, c'est plutôt la troisième. C'est-à-dire, et là, ça fait plusieurs questions. Une, Alors, on peut séparer si vous voulez. question, Est-ce que c'est plutôt de l'autosuffisance? non, c'est-à-dire, d'abord, ce qu'il veut, c'est empêcher, il faut cesser de mettre les agricultures en compétition les unes avec les autres. Parce que chacun doit jouer un rôle et il y a une complémentarité. Donc, y compris maintenant en France, il est possible qu'un grand producteur de céréales dans la Beauce puisse en même temps produire des fruits et légumes pour des circuits courts. Donc, il faut des circuits courts et mi-longs. Donc, et en même temps, on peut avoir une agriculture conventionnelle pour partir à la conquête des marchés, parce que on a presque la meilleure nourriture du monde. Mhm. Et par exemple, tout le monde se rappelle du bœuf argentin. Aux États-Unis, tout le monde veut manger du bœuf argentin. Et il n'y a pas de raison que, à un moment donné, les gens ne veulent pas, par exemple, manger du bœuf français, parce que ce sera le meilleur du monde. Mhm. Alors, évidemment, c'est vrai que le but de l'agriculture, c'est pas qu'un pays produise toute la nourriture pour la terre entière. On est bien d'accord. Mhm. Donc, il faut plutôt voir qu'est-ce que il y a des produits d'excellence qu'on peut faire, et aussi il y a une mission, parce qu'une stabilité climatique en Europe qui est absolument exceptionnelle au niveau planétaire. Donc, il y a la France est un pays à vocation agricole, rien que déjà parce qu'on est en Europe. Deuxièmement, parce qu'on a quand même encore des terres agricoles considérables. Mhm. Et donc, par exemple, on peut avoir un grand plan pour les semences, garantir que, par exemple, si on travaille avec nos partenaires chinois, par exemple en Afrique, pour avoir un peu d'irrigation et un peu d'infrastructure, et en même temps, on produit, par exemple, les semences, les bonnes semences de haut rendement, on pourrait éviter ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Somalie et en Afrique, où la famine est en train de liquider des millions de gens. Mhm. Donc, il faut nourrir et donner les moyens aux autres pour qu'ils se nourrissent tout seuls. Alors, aujourd'hui, on est à la fin, parce qu'évidemment, aujourd'hui arrive une triple révolution, celle du numérique, celle du robotique et celle des nouvelles biotechnologies. Mhm. Donc, il faut l'accompagner, il faut former les gens, il faut vraiment changer l'image de l'agriculture qui va redevenir un métier de l'avenir. Donc, il faut des bacs pro, il faut des formations professionnelles, il faut complètement changer l'image des formations. Travailler avec les mains et travailler en agriculture, ça ne doit plus être la honte, comme c'est malheureusement encore le cas. Mhm. Donc, il faut... Et ça, si vous voulez, c'est par cette... dans la pêche, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si on accompagne ces filières pour se moderniser, du coup, et évidemment, après, il faut faire des efforts pour aider les jeunes à s'installer. Il faut radicalement réduire et même annuler les droits de succession quand il y a transmission, non pas d'un héritage comme ça, mais d'une entreprise productive comme une exploitation agricole, Mhm. pour que les jeunes puissent avoir les meilleures conditions possibles pour rentrer dans le métier. D'accord. Alors, je garde un peu pour la prochaine question. C'était ce que j'étais. C'est pour ça que je réfléchis par rapport à ce que vous dites parce que c'est intéressant parce que ben, la mise en avant culturelle, je suis d'accord avec vous que par rapport au bœuf argentin, etc. Parce que je suis allée en Argentine et je suis allée voir ce qu'était le bœuf argentin parce que j'en avais tellement entendu parler.
Et c'est vrai que au bout de presque un an, je confirme que la France, on a une des meilleures nourritures au monde et, euh, et elle me manque. et Oui, mais par exemple, là dans l'Aubrac, le Salers, on a une excellente viande et au lieu de actuellement, les producteurs de cette viande, ils envoient leur carcasse en Italie pour la faire transformer et c'est les Italiens qui la vendent. Vous voyez? Mhm, tout à fait. Et alors, évidemment, tout le monde va dire, parce que les grands concurrents aujourd'hui pour nous, c'est l'Espagne, c'est l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie. Mhm, Mais eux sont en train de nous battre, non pas par l'excellence ou les qualités, mais sur la main-d'œuvre, parce qu'ils ont investi dans les robots, ils ont investi dans le numérique. Donc, avec ça, certains ont fait appel à la main-d'œuvre détachée, bon, ce qui est très mauvais, c'est une directive européenne qu'il faut supprimer, parce que ça, c'est sûr que ça diminue massivement le coût de la main-d'œuvre, mais on la détruit. C'est mauvais pour, c'est mauvais pour ces gens, ça vous connaissez, hein. mhm, mhm, tout à fait. Et par rapport ben, à la En France, la technologie. main-d'œuvre agricole est entre 9 et 13 euros l'heure. En Allemagne, elle est à peu près moitié moindre. Parce que les grands groupes allemands, ils vont au Portugal, dans une agence intérimaire, ils embauchent des Roumains et des Bulgares qui travaillent des pays où il n'y a pas de protection sociale, où il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de route, et où les salaires sont très bas. Donc, donc ça, c'est la concurrence illégale et malhonnête organisée par l'Union européenne, Mhm, qui après vient donner des leçons. Donc ça, c'est insupportable. Et c'est ce que nous combattons et ce que nous appelons l'occupation financière, c'est-à-dire cette course au profit financier immédiat à tout prix au détriment de l'homme et de la nature. Donc, donc la façon de s'en sortir, c'est d'une part de faire cette triple révolution, c'est-à-dire mhm, d'avoir le numérique, notamment nous défendons en France l'idée d'avoir un grand service public pour que tous les Français, y compris les 70% des gens qui vivent dans le monde rural, puissent avoir du haut débit, et pas seulement du 4G, mais même du 5G, comme mhm, les Chinois. mhm, tout à fait. Parce que l'agriculteur de demain, il doit pouvoir consulter des bases satellitaires, il doit pouvoir suivre même les prix sur les marchés à Chicago et ailleurs. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mhm, Il doit pouvoir utiliser des drones pour faire une agriculture de précision, c'est-à-dire d'avoir moins d'intrants, moins de phytosanitaires, parce qu'il a une meilleure cartographie de son champ, il sait exactement à quel endroit il faut mettre de l'eau, à l'autre il faut faire un peu d'engrais, et l'autre il faut un peu de phytosanitaire, au lieu de balancer des tonnes qui coûtent cher et qui finissent par provoquer une érosion des sols. Donc si vous voulez, la solution, il n'y a pas d'issue qui va vers le passé, si vous voulez, c'est pas en remettant des chevaux qu'on va manger mieux. Vous pensez que la France, elle est à la pointe de la technologie ou au contraire, on a vraiment pris du retard par rapport à d'autres en termes de machinisme, en termes de technologie, comme vous disiez, mais aujourd'hui avec les contrôleurs de rendement, enfin, on a beaucoup de sociétés. Comme vous êtes peut-être allé au CIMA, non? Peut-être pendant le salon de l'agriculture, en même temps à Villepinte, il y a Oui, au CIMA. oui, j'ai vu les fermes connectées. Oh, alors, au niveau recherche et de technologie, on est parmi les meilleurs du monde, mais on a un monde financier qui bloque tout ça. Vous voyez bien, si les agriculteurs se suicident, vous pouvez imaginer qu'ils n'ont absolument pas les budgets pour acquérir de nouvelles choses qui sont fantastiques. Ils n'ont même pas de quoi manger. Alors, donc, on a la recherche et la technologie, mais il n'y a pas les applications. On n'accompagne pas, on leur donne pas les moyens d'acquérir et sans parler des chercheurs qui vont à l'étranger. Mais aujourd'hui, vous savez, il y a 2 fois plus de robots en Allemagne qu'en France, dans l'industrie et l'agriculture en général. Donc, c'est pas qu'on sait pas faire, hein. Mais parce on a 3 ou 4 centrales de distribution qui font les poches et des consommateurs et des producteurs. Et c'est des centrales d'achat qui sont en haut contrôlées par
les 5 grandes banques françaises, qui sont BNP Paribas, le Société Générale, le Crédit Agricole et la BPCE, qui utilisent qui ramassent surtout du blé, comme on dirait, et ramassent du cash pour jouer sur les marchés financiers, où ils gagnent beaucoup plus d'argent en spéculant que l'argent qu'ils vont distribuer pour produire ceci ou cela. Donc les marges, quand vous avez un monde à deux vitesses où les marges sont beaucoup plus élevées dans le monde de la bourse et de la spéculation, c'est de l'argent qui tourne en rond, ce que Jacques Cheminade appelle un système de faux monnayeurs, parce que tous les mois vous avez Mario Draghi qui injecte 80 milliards par la Banque Centrale Européenne dans les banques. Cet argent n'arrive jamais dans l'économie réelle. Donc il y a une grande confusion entre argent, crédit et richesse. C'est que nous voulons de nouveau un système de crédit qui met l'argent au service de la production. Et oui, l'argent, il faut distribuer un peu d'argent pour que les gens puissent acheter les nouvelles choses qu'on va produire. Mais Georges Boris, qui était le parrain de Pierre Mendès France, qui était le conseiller de Gaulle à Londres pendant la Deuxième Guerre mondiale, disait si un État ne dirige pas sa monnaie, c'est la monnaie qui finit par diriger l'État. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc on marche sur la tête et on va aller droit dans le mur parce que les bulles financières, c'est comme les bulles de savon. C'est-à-dire à un moment donné, regardez ce qui s'est passé en 2008. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on a une structure bancaire où on mélange les crédits aux ménages et aux entreprises. C'est mélangé avec la partie banque d'affaires où on crée cette bulle financière. Et donc quand ils font des mauvais paris, les banques sont allées voir les États. Ils nous ont pris tous en otage en disant voilà, si nous tombons en faillite, il y a des milliers de gens qui vont aller en faillite avec nous. Donc il faut nous renflouer. Donc on a transféré la dette spéculative, la dette des casinos, des banques casinos, aux États. Ce qui fait qu'aujourd'hui tous les États sont endettés. Et vous le voyez dans l'élection française. Le grand sujet, c'est comment est-ce qu'on va payer les dettes. Oui. Alors que la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va créer comme activité qui va mettre les gens au travail, qui va créer une richesse, qui va éventuellement permettre, dans un deuxième temps, de rembourser la dette, dont une partie, de toute façon, est impayable et il va falloir l'annuler. Ça a été fait en 1953 pour l'Allemagne, puisque les États-Unis ne voulaient pas que l'Allemagne soit face à l'Union soviétique. On voulait que l'Allemagne soit forte et prospère. Donc on a annulé 60% de la dette allemande en 1953, lors d'une grande conférence à Londres, pour des raisons de géopolitique, alors que ça, si vous voulez, aujourd'hui, on prétend qu'on ne peut pas le faire. Donc aujourd'hui, il faudra le faire, également pour la paix mondiale, parce que s'il n'y a pas ce développement, et ce développement mutuel entre plusieurs pays, on crée les conditions de la guerre par la destruction économique. Aujourd'hui, toutes les personnes qu'on a pu rencontrer au fil du voyage, que ce soit des grandes nations donc économiques, que ce soit les États-Unis, la Chine et certaines personnes en Europe, etc., imaginent une guerre économique et vous pensez qu'elle est proche ou pas? Parce que ça a été un grand sujet qu'on a souvent entendu entre diverses personnes. Donc vous, est-ce que vous pensez qu'elle approche très vite, cette troisième guerre mondiale économique? Ce que vous avez, c'est pas un choc de civilisation, mais c'est un choc de deux paradigmes. C'est-à-dire, on a une sphère transatlantique qui est complètement plombée par cette structure bancaire, par les 28 banques qu'on appelle les too big to fail, les banques qui peuvent pas être mis en faillite, parce qu'ils sont tellement interconnectés et tellement puissants que si une de ces banques fait faillite, c'est tout le système qu'il faut mettre en faillite. Donc on est pris en otage par eux. Et de l'autre côté, notamment autour de l'Asie, vous avez ce qu'on appelle les pays émergents. Et ces pays émergents, ils ont dit, nous, on ne veut pas couler, on ne veut pas attendre que ce système occidental explose et nous entraîne vers le bas. Donc, ils se sont organisés
entre eux. Alors ça a été au début l'Organisation de coopération de Shanghai. Ensuite, maintenant c'est les BRICS, le groupe des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Et donc ils ont commencé à créer leur propre banque. Ils ont créé la Banque asiatique pour l'investissement dans les infrastructures, qui est une banque où ils ont mis 50 plus 50, 100 milliards pour investir dans les infrastructures de base, c'est-à-dire dans l'eau, dans l'énergie, dans les transports, parce que un peu les choses que nous on faisait dans la reconstruction de l'après-guerre. Parce que, évidemment, si vous faites un chemin il y a un proverbe chinois très intelligent qui dit si tu veux devenir riche, construis une route. Mhm. Donc ils ont appelé ça maintenant les nouvelles routes de la soie. Ils appellent ça le One Belt, One Road. C'est-à-dire une ceinture, une route. Parce qu'ils disent qu'il ne faut pas seulement que ce soit une route, mais qu'il y a une ceinture, un corridor de développement économique autour de ces routes et de ces chemins de communication, dont le but c'est de désenclaver les continents. Et pas juste connecter des choses qui existent déjà. Mais actuellement, vous savez qu'actuellement il y a 10 points d'arrivage aujourd'hui de trains de fret ferroviaire chinois qui arrivent en Europe. Mhm. Ok. Il y en a, y compris à Lyon. Alors vous avez un train qui fait, parce qu'évidemment par le ferroviaire c'est beaucoup plus rapide que par le bateau. Ça met 10 jours au lieu de prendre un mois par le bateau. Mais en plus ça crée du développement tout le long de la route. Parce que le train passe par 8 pays, dans les pays il y a des échanges, etc., etc. Donc ça c'est l'avantage du développement du transport continental plutôt que maritime. D'accord. Et nous, ce que nous disons, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est que l'Inde, la Chine, mais aussi un peu le Brésil, etc., bon, c'est pas des pays qui sont parfaits en tant que tels, mais c'est des pays qui sont jeunes dans le sens qu'ils veulent investir dans l'avenir pour leur génération future. Par exemple, la Chine a construit 20 000 kilomètres de trains rapides, de TGV, au moins des 10 ans. Ah mais leurs trains sont fantastiques. Hein. Leurs trains sont fantastiques. Hein. Ils sont presque mieux que ceux qu'on a chez nous. Hein. Moi j'ai des surprises. Hein. Ah oui, c'est vraiment autant en termes. Oui, c'est impressionnant en termes dans les gares et même au niveau des trains. Même sont vraiment très très bien. La Chine sur ce côté-là est très impressionnante. C'est pas la ligne 13 à Paris. Comment? Pardon? C'est pas la ligne 13 à Paris. Ah non, là ça a changé. On n'est pas sur la même chose, mais ah non, mais la Chine c'est... La ligne 13, c'est une ligne du métro que je dois prendre tous les jours, où il n'y en a jamais de la place et on est debout et les gens tombent par terre tellement ils sont fatigués. Oui, je la prenais pas moi quand j'allais en cours, mais j'en ai souvent entendu parler de mes camarades qui la prenaient. Mais c'est vrai que non la Chine oui. Non, la Chine est vraiment très impressionnante. Hein. De l'interconnectivité, c'est-à-dire les Chinois disent au début ça rapportera rien, parce qu'ils ont compris qu'un chemin de fer, un peu, c'est comme un hôpital. C'est-à-dire que le but d'un hôpital, c'est pas de rapporter de l'argent, mais de servir comme un instrument d'un travail qui, dans un deuxième temps, apportera. Mm-hmm. Et c'est ça l'idée d'équipement de l'homme et de la nature que nous défendons, c'est d'augmenter le niveau de productivité et de créativité en fait, parce que avant la science, il y a quand même la capacité de l'homme de penser, de découvrir des nouveaux principes, d'en faire des technologies utiles pour ses semblables et de les mettre en œuvre dans la société. Et en parlant de la... Donc, ce que je veux dire pour revenir sur votre question, c'est que le danger aujourd'hui, c'est que vous avez un empire dans le déclin, qui est nous, la France, attachée à ce monde anglo-américain, parce que les centres financiers, c'est Londres et Wall Street, hein, c'est pas Paris. Hein. Oui. Et on est attaché à ça. Ça, c'est un monde en déclin qui va droit dans le mur et qui devient dangereux. Et de l'autre côté, vous avez des pays qui sont des pays émergents, qui investissent dans l'infrastructure, dans les équipements modernes et qui
voyez, par exemple, à Paris, on a fait la conférence de la COP 21. Oui. On se préoccupe du climat. Moi, je suis désolé, la Chine a planté 1 milliard d'arbres en 2016 dans le désert de Gobi. Pourquoi? Parce que quand il y a des orages, vous avez le sable jaune du désert qui est soulevé et qui est balancé à Pékin. Donc, qui met des actes derrière les paroles? Hein? Put your money where your mouth is, comme on dit aux États-Unis. Qui met de l'action dans ses paroles? C'est pas nous en Europe, on donne des leçons à tout le monde. On est le nombril du monde, le plus beau, les meilleurs, et on fait rien. On fait pas ce qu'il faut. Alors les autres, ils en parlent moins, mais ils font. Ils ont un programme spatial. Ça aussi, Jacques Cheminade, qui est candidat, se fait rigoler au nez parce qu'il veut. Bon, la France, c'est une puissance maritime, c'est une puissance agricole, c'est une puissance nucléaire, c'est aussi une puissance spatiale. Parce qu'on a des astronautes, on a toute une science, une capacité là-dessus. Et ça crée de la richesse chez nous, parce que vous savez que pour chaque euro qu'on donne à l'Agence spatiale européenne vient les dépenser sur les territoires français, pour des emplois hautement qualifiés. Donc c'est vraiment quelque chose qui tire en avant, qui est une locomotive, parce que toutes les nouvelles technologies, c'est pas Silicon Valley ou Bill Gates qui a inventé les ordinateurs, c'est la NASA, c'est des sous-produits du projet Apollo du président Kennedy, parce que pour aller dans l'espace, on a vraiment dû résoudre des problèmes énormes pour miniaturiser l'électronique et tout ça. Et ça, on a les retombées de ça aujourd'hui. Et donc, il faut recommencer cette aventure. Et ça, les Indiens le font. La Chine, ils veulent aller sur la face cachée de la Lune, parce que c'est un endroit où il y a plein de choses à découvrir. Et ça, si vous voulez, il faut retrouver cet élan et cette envie de progresser. Et par rapport parce qu'on parle de technologie, est-ce que vous pensez que je reviens sur les agriculteurs, que les agriculteurs français doivent avoir peur de la question de la data? Parce que je suis allée à une conférence sur donc tout ce qui est intelligence artificielle, etc. à Houston. Et aujourd'hui, je me pose comme une personne importante avait dit une fois en France, alors je sais plus exactement son nom, mais ça m'avait marqué. Quand on a un bon algorithme mais qu'on n'a pas de data, on n'avance pas. Quand on a beaucoup de data et qu'on a un mauvais algorithme, on avance toujours. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec les drones et toute cette technologie qu'on a aujourd'hui dans l'agriculture, le fait qu'on va récolter de la data encore plus et encore plus, est-ce que vous pensez qu'un jour ça peut retomber sur la tête de la France entre guillemets, le fait d'avoir donné autant de data, en fin de compte, est-ce que cette data ne va pas être collectée par d'autres grosses nations, que ce soit la Chine, la Russie ou les États-Unis, qui collectent tous les jours plus d'informations? Oui. Et qu'en fin de compte, demain, ils aient racheté nos datas, alors on ne le saura jamais, parce qu'en fin de compte, ils auront obtenu, grâce aux sociétés peut-être de drones, nos datas, et en fin de compte, tout le monde saura exactement qui possède quoi, comment, où, qu'est-ce qu'il utilise, quels sont les soldes de telle personne, quelle société, etc. Est-ce que vous pensez qu'un jour, ça peut avoir un problème d'avoir cette data qui circule Enfin, moi, ça a été une grande question que j'ai eue par rapport au drone. C'est ma crainte. C'est que c'est déjà collecté. Donc, ce que vous voyez dans l'avenir, on y est déjà. Et deux, ça pose déjà un problème. Donc, pourquoi? C'est parce que ça pose la question du politique en général et des technologies de pointe. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, les biotechnologies, si vous avez le nucléaire ou la big data, c'est qu'il faut des États que les peuples s'organisent de telle façon d'avoir des vraies républiques où les États ont leur droit de regard et ils pensent et soient incarnés par des personnes suffisamment honnêtes pour défendre l'intérêt général contre les intérêts particuliers. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire que
On a de plus en plus des régimes de partis qui fonctionnent comme des mafias au service d'intérêts financiers et qui prennent les big data, qui prennent tout, mais pour leur intérêt à eux. Et donc, si vous laissez le numérique dans les mains de ces intérêts financiers, par exemple, ils vont utiliser des robots uniquement pour licencier, pas pour libérer l'homme pour des nouveaux métiers. Mais, donc ça pose la question du citoyen et de l'organisation de la République. Mais par rapport à l'agriculture, est-ce que vous pensez que ça peut vraiment créer quelque chose vraiment négatif? Parce que, il y a quelques années encore au CIMA, les sociétés françaises disaient que ce ne serait jamais revendu aux grosses sociétés américaines, alors que c'était déjà fait aux États-Unis. Et aujourd'hui, quand je vois qu'il y a des partenariats qui se font entre des très grosses sociétés de technologie, je sais pas comment doit se positionner la France par rapport à ces datas-là. Et beaucoup se posent la question dans les jeunes et ont très peur de ces rachats, des fois de racheter même une exploitation, de peur qu'un jour la data soit renvoyée et que ça crée, c'est tout un cheminement qui aujourd'hui inquiète les jeunes. Et est-ce qu'aujourd'hui la France doit s'inquiéter de donner autant de data par rapport à nos exploitations agricoles qui en ont énormément, parce que demain, comme disent les personnes au Pérou, etc., un agriculteur, c'est le plus riche au monde aujourd'hui, parce qu'il possède la terre, et il possède... et s'il n'y a plus de terre, il n'y a plus rien, donc... C'est vrai. C'est vrai, parce que vous avez l'accaparement des terres. C'est des pays qui ont quasiment pas de terres agricoles et qui en achètent partout dans le monde pour des raisons parfois bonnes et parfois mauvaises. Mais disons, moi je pense que c'est une question on va dire, mais c'est comme une carte bancaire. C'est-à-dire, est-ce que les cartes bancaires, a priori, oui, ok. Donc du coup, il y a toutes les informations. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est pas par la petite régulation qu'on va s'en sortir. C'est ce que je suis en train de dire. D'accord. Il y a des choses qu'on doit. Vous savez, maintenant, on a la télévision qui vous écoute. On a des téléphones qui vous écoutent même quand ils sont pas allumés. Nous, on est bien placés pour le savoir parce que on touche parfois des choses politiquement très sensibles et vous voyez, parfois on doit appeler des gens qui sont très haut placés. Tout d'un coup, le téléphone marche plus, vous voyez, parce qu'on est sous écoute. Donc, toute cette question-là, il faut on doit la résoudre collectivement, de créer des structures entre des États souverains. Et moi, je préfère qu'au lieu de big data, il faut que les États sont là pour veiller, que les États s'organisent entre eux et qu'ils quittent à nationaliser certaines technologies pour que ce soit dans les mains de deux États qui sont mandatés, qui ont un mandat de gestion, qui sont contrôlés par la population, qui peuvent être sanctionnés, plutôt que ce soit dans les mains de privés. Oui. Oui. Non mais ça, c'est très intéressant parce que... Vous prenez Fukushima. Moi j'ai un ami qui est un expert nucléaire. Il y a 10 ans, il m'a dit le prochain accident nucléaire va avoir lieu au Japon. Comment est-ce qu'il savait? Parce que TEPCO, la société qui gérait Fukushima, c'est une société privée. Et le but de la société privée, c'est de faire de l'argent. C'est pas de développer un pays. Donc, c'est plutôt le tsunami qui a provoqué. Mais il y avait des choses qu'ils auraient dû faire, des précautions qui n'ont pas été faites, parce que si l'État japonais aurait fait son travail, il aurait inspecté, surveillé, puis est arrivé à Fukushima, ça n'aurait pas eu lieu. D'accord. Donc après pour... Donc si vous invitez le loup et le renard dans le poulailler, il faut pas vous étonner qu'ils vont s'organiser un petit banquet sur place. Non mais c'est intéressant parce que on n'en parle pas souvent et pourtant c'est des interrogations qu'on se pose tous
enfin dans la nouvelle génération. Et Oui, parce qu'il faut devenir citoyen au lieu d'être spectateur et consommateur. Tout à fait Et être d'accord. citoyen, c'est beaucoup plus que juste émettre des critiques plus ou moins intelligentes. C'est aussi se structurer, intervenir dans les élections, poser des questions qui fâchent, comme vous essayez de le faire, et de mouiller la chemise, comme on dit. C'est-à-dire risquer un peu, sortir du romantisme et l'idée qu'on va avoir une société avec zéro risque, zéro danger, une société de bisounours. Il y a des risques partout, il faut les connaître, il faut les mesurer. C'est ça aussi devenir adulte. C'est à ce moment-là, on se donne les moyens d'intervenir comme un bon chirurgien qui tranche et qui sauve la vie parce qu'il intervient au bon moment. Mais de toute façon, Agrophilia a été monté pour ça, hein. C'est d'informer. On est là objectivement, mais c'est d'en savoir toujours un peu plus parce que c'est des questions que beaucoup se posent et aujourd'hui que tout le monde attend des réponses et pourtant on les a pas tout le temps. Donc je vous remercie déjà d'avoir répondu aussi simplement déjà à cette question-là parce que enfin c'est important. On se retrouve. Non mais c'est intéressant parce que c'est vrai que les petits partis on les entend moins. Et pourtant, moi, ça m'intéresse de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les petits partis qui m'interpellent. Et pourtant, on n'a pas l'opportunité de les écouter comme on entend les autres. Et ça, je trouve ça... Parce qu'entre les grandes élections, moi, on me pose, je suis le porte-parole de Jacques Cheminade, on me demande comment se fait-il qu'entre deux élections, on ne vous voit jamais. Et moi, j'y réponds, c'est très simple. Entre deux élections, vous éteignez la lumière. Donc personne me voit. Mais je fais plein de choses, même dans le noir. Donc s'il vous plaît, allumez la lumière. Tout à fait. Non, mais ça, les gens verront tout ce qu'on fait. Mais vous faites beaucoup et c'est pour ça que je vous ai contacté, c'est parce que moi ça m'interpelle et je pense qu'aujourd'hui tout le monde surtout cette année tout le monde s'interroge sur les élections, même à l'autre bout du monde, tout le monde sait pas ce qui se passe. Donc, les 40% des Français qui veulent aller voter sont complètement furieux parce qu'on leur empêche même de savoir qui se présente et qu'est-ce qu'ils veulent. Voilà. Ah ben vous savez que ça a été très très dur. Il y a les affaires Fillon, machin. Alors on parle tous de la petite corruption. Voilà, il a donné un petit boulot à sa petite fille qui avait 15 ans. Alors que la vraie corruption, la grande corruption, c'est des banques. Ça, on n'en parle pas. Les banques européennes, 25%, le dernier rapport là, de Oxfam qui vient de sortir il y a une semaine, le montre, 25% du profit des banques européennes en 2016 a été fait dans les paradis fiscaux. C'est-à-dire en fraudant le fisc, hein, soyons clairs. Tout à fait. C'est... Ah là là. Et ça, non, ça passe dans la rubrique des chiens crevés. Ça fait pas la une du Monde ou de Libération. Ah mais non, sinon ça ferait trop de vagues. Faut pas trop. Voilà, ça j'ai compris. Et donc vous pensez que les lobbies ont une part importante au sein de la France? Ah bah oui, parce que d'abord vous avez les 7 grands médias français appartiennent tous à un milliardaire. Vous avez Dassault qui contrôle le Figaro, vous avez Bouygues qui a TF1, vous avez Draghi qui a BFM, RMC, Le Point, etc. Maintenant il a acheté Libération aussi, qui avant appartenait à Edouard de Rothschild, etc., etc. Donc 80, ça c'est Patrick Archie, lui-même un journaliste Canal+, qui a fait une émission en disant voilà, 90% des médias français c'est dans les mains des milliardaires. Donc si vous contestez leur système, évidemment ils vont pas vous passer pendant les heures de grande écoute, ils vous passent même pas du tout. Ils n'ont pas envie de... Et vous pensez qu'on peut... Ils n'ont pas envie de s'inscrire au Pôle emploi, eux. Et on peut lutter ou pas contre les lobbies? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a un moyen de lutte contre ces lobbies et qui nous permettent donc d'avancer donc dans tous les secteurs, parce qu'en fin de compte ça concerne même l'agricole aujourd'hui, les lobbies.
Et est-ce que vous pensez que on peut lutter? Oui, c'est-à-dire que si l'État et les citoyens travaillent ensemble, par exemple, aujourd'hui en France, on est en train de développer des nouvelles formes de semences. Alors, ce que veulent faire les lobbies, c'est en fait imposer le modèle des OGM sur ces nouvelles semences pour justement permettre pour que ces semences puissent être contrôlées par des grandes sociétés multinationales qui pourront s'en servir pour quasiment faire une arme alimentaire et pour faire de l'argent. Donc il faut se battre avec l'INRA, qui est un grand centre de recherche publique en France, pour que ces semences échappent à ça et soient classées comme des variétés, comme vous savez, tout le temps il y a des variétés mises sur le marché. C'est-à-dire où on protège au début, mais où ça n'a pas quelque chose de fermé. Voilà. Pour faire simple, hein, parce que c'est oui, tout à fait. Je viens de recevoir des documents là-dessus, je peux vous les envoyer. Mais c'est très intéressant parce que c'est pas tellement la chose en soi, parce que la science, la technologie, elle est ni bonne ni mauvaise en soi. Ça dépend vraiment ce qu'on fait avec. Et quand l'homme intervient sur la nature, très souvent la nature n'est pas en présent. Tout à fait. Par exemple, il y a bon, moi j'ai travaillé, vous avez peut-être vu mon texte sur Wallace, sur la Révolution verte. Je l'ai peut-être vu, oui, parce que j'en ai lu un petit paquet là. Donc, Mais par exemple, à un moment donné, les Américains ont eu peur que le Mexique devienne un pays révolutionnaire sur leur front, qu'ils allaient basculer dans le communisme. Parce que les gens avaient faim, et donc les Américains, Rockefeller, disaient les gens affamés, ils vont se révolter, ils vont devenir communistes. Donc c'est un danger géopolitique. Donc il faut nourrir des Mexicains. Donc ils ont envoyé les meilleurs agronomes américains au Mexique pour faire la révolution verte au Mexique. Et ensuite, vous avez des Indiens qui sont venus d'Inde pour voir comment ils ont fait au Mexique, qui ont ramené la révolution verte en Inde. Mais un de ces agronomes, en fait, il a croisé le gros. En fait, on avait du blé américain, mais avec des tiges très longues. Donc, quand les épis, quand on faisait grossir en fait le poids des grains de blé, il y avait la renverse, c'est-à-dire que le blé en fait se couchait et pourrissait parce qu'il était trop lourd. La tige pouvait pas maintenir en hauteur le poids des graines. Donc vous avez un agronome qui a dit on va croiser du blé nain japonais avec le gros blé américain. Et donc ils ont fait des croisements sans OGM, mais on peut faire des croisements. Oui, tout à fait. Et ils ont fait du blé excellent, donc avec tiges courtes, avec énormément des gros graines de blé. Donc du coup, ils ont augmenté évidemment les rendements. Et cet agronome, c'était intéressant parce que lui, il avait calculé le rendement du blé. Il a dit, si je veux nourrir la population mondiale, dans la situation actuelle, avec les rendements actuels, je serais obligé de couper toutes les forêts de la planète pour faire que des terres agricoles et faire du blé. Donc il dit, ça c'est inacceptable, parce que à ce moment-là, on détruit la planète. Donc il dit, je vais augmenter les rendements à l'hectare pour sauver les forêts. Pour sauver l'homme et les forêts. Et c'est intéressant parce que c'est ce que j'appelle des écologistes intelligents. Un écologiste intelligent, d'abord, il y a un type très intéressant qu'il faudra regarder, qui s'appelle Günther Pauli, qui a écrit un livre qui s'appelle L'économie bleue. Alors lui, il dit, il y a l'économie rouge, ça c'est la course au fric, c'est horrible. Après, il dit l'économie verte, il dit, mais ça marche pas parce que actuellement, l'économie verte, ça produit des choses tellement chères et que tout le monde est pauvre, donc les gens ne peuvent pas acheter du bio, c'est beaucoup trop cher.
Donc commercialement, ça marche pas. Donc lui, il dit, on fait l'économie bleue. L'économie bleue, en fait, selon lui, c'est pas le truc maritime, hein, ça c'est encore autre chose. L'économie bleue, c'est pas l'économie circulaire, mais un peu, et surtout c'est le biomimétisme. Ah. C'est-à-dire que, alors lui, il dit, quand les gens autour de vous parlent de déchets, ça prouve que vous êtes entouré d'imbéciles. Parce que les déchets d'hier sont les matières premières de demain. Quand on découvre une nouvelle façon, par exemple, il s'est rendu compte que la meilleure terre pour cultiver des champignons, c'est la mare de café. Aujourd'hui, vous faites du café, et bon, quand vous avez fait du café, vous le jetez. D'accord? Alors, ils ont organisé un système de collecte des mares de café. C'est des fibres bouillies. Et là-dessus, alors, pour faire des champignons, mais c'est extraordinaire. Vous pouvez faire des cultures de champignons, mais excellent. Donc, ils ramassent le marc de café, ils utilisent ça pour faire des champignons, et les champignons, ils nourrissent les porcs. Et grâce donc aux déchets du café, ils créent de la viande. Donc, ça s'appelle une économie en cascade, en fait. Et vous connaissez Idriss Aberkan, non? Oui. Vous connaissez Idriss Aberkan, non? Qui en a beaucoup parlé. Oui, bien sûr. Ouais, je suis une grande fan d'Idriss. Il a repris ça. Ouais, je suis inspiré de ça. Je suis une grande fan d'Idriss Aberkan. Oui, il est intelligent, il pompe un peu, mais il pompe des trucs intelligents, donc c'est utile. C'est intéressant la notion du déchet et le biomimétisme un avenir énorme parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Il y a certains pays qui commencent déjà à avoir beaucoup de déchets et qui les réutilisent derrière, etc. Je crois que c'est un pays du Nord. Exactement. Oui. Il y a un autre exemple que je peux vous donner, mais c'est au niveau de l'aquaculture. La Chine a inventé l'aquaculture il y a 3500 ans. Le premier manuel d'aquaculture a été écrit par un politicien chinois en 475 après Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que aujourd'hui, chez nous, on pêche du poisson carnivore, on pêche des poissons, on en fait de la farine et de l'huile de poisson pour faire de l'aquaculture. Aujourd'hui, pour faire 1 kilo de saumon, il faut 2 à 3 kilos de farine de poisson. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les Chinois? Ils ont sélectionné la carpe. La carpe, en fait, 50% de l'aquaculture chinoise, aujourd'hui, c'est de la carpe. Mais la carpe, là-bas, c'était un peu comme le cochon dans les fermes françaises il y a un siècle. C'est-à-dire, vous avez des déchets dans la ferme, au lieu de les brûler, vous donnez à la carpe. Ou comme on le donnait au cochon. Avant, il y a un siècle, c'est du poulet. Vous préparez le poulet pour le vendre. Et les déchets, vous donnez le cochon est omnivore. La carpe aussi. Et par exemple, les Chinois, ils faisaient beaucoup les vers à soie pour faire la soie. Et les vers à soie, à un moment donné, ça va se métamorphoser. Ça va devenir des insectes, des vers. Donc ils ne donnent plus de vers à soie, ça devient des insectes. Qu'est-ce que faisaient les Chinois? Ils prenaient des insectes pour nourrir leurs poissons avec des insectes. Donc aujourd'hui, si on veut faire de l'aquaculture intelligente, il faudra faire des élevages d'insectes, facile à faire, pour faire de l'aquaculture. Et plutôt que d'aller ramasser tous les anchois devant le Pérou pour nourrir. Même parfois, vous mangez des côtes de porc, ça a le goût de poisson. Oui. C'est pas étonnant parce qu'on donne de la farine pour nourrir les poissons, les cochons, donc. Et aujourd'hui, en plus, les insectes deviennent un sujet qui rentre, ça y est, en Europe. Et est-ce que vous pensez que la France doit passer le cap maintenant et peut-être changer sa production, donc c'est-à-dire peut-être l'élevage traditionnel en insectes aujourd'hui qui est plus facile à produire,
qui arrivent en masse de l'Asie. Parce que aujourd'hui, Oui, la Thaïlande, il y a énormément d'Européens qui travaillent en Thaïlande par rapport à euh, aux insectes qui travaillent. Donc, est-ce qu'aujourd'hui la France devrait passer ce cap-là pour, au contraire, être peut-être pionnière dans le domaine des insectes dans quelques années, être pionnière dans les pays développés, les pays tels que les États-Unis, l'Europe, etc. D'être pionnière dans ce domaine-là d'insectes qui changent de l'alimentation traditionnelle, sachant qu'on sait que la consommation de viande baisse toujours un peu plus au fur et à mesure de l'année et des années. oui, non, je l'ai pas encore formulé comme ça, mais je pense que c'est la bonne façon disons, la richesse de la France, c'est les Français, hein. Donc, s'il y a des nouveaux domaines qui émergent, il faut les faire travailler là-dessus et ils font des choses excellentes. Et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Mm. Alors après, j'avais juste quelques questions, et vous inquiétez pas, je vais pas vous embêter trop longtemps parce que c'est très très intéressant, mais je sais que vous avez beaucoup de travail. Est-ce que par rapport à donc pour revenir aux agriculteurs avec Monsieur Cheminade et son programme, pensez-vous qu'aujourd'hui il est temps de changer la fiscalité agricole afin d'être plus compétitif avec les voisins européens et mondiaux? Oui, ça j'ai déjà répondu un peu. La fiscalité c'est qu'une chose, mais la vraie question c'est qu'il faut aujourd'hui pour rattraper le retard, Jacques Cheminade propose de libérer 10 milliards d'euros de crédits pour moderniser toutes les filières, d'avoir des nouveaux bâtiments, de nouveaux instruments, etc. Et d'engager ces trois révolutions, donc numérique, robotique et biotechnologie, pour être à la hauteur. Et à ce moment-là, oui. Et donc, il faut avoir une fiscalité. Déjà, il faut un moratoire sur une partie de la dette agricole pour arrêter ces suicides en série, hein, parce que souvent, vous savez, quand les agriculteurs se suicident, c'est le moment où leurs banquiers finalement confisquent leur ferme. Hein. Ils ont des traites à payer, ils peuvent plus payer, donc ils sont la honte de la famille. Et à la fin, ils deviennent des métayers, hein, ils deviennent des ouvriers. Ils perdent même le contrôle de leur propre. Ils doivent donner leur propre ferme en gage à la banque pour l'argent, pour le crédit. Hein. Donc ils n'ont plus rien à transmettre à leurs propres enfants, si ce n'est qu'une dette. Et ça, c'est plus une vie, là. Donc si vous voulez casser ce cycle infernal, il faut tout repenser, quoi. Et ça, bon, fiscalement, je pense que c'est surtout au moment de la transmission de l'entreprise aux jeunes qui viennent derrière, c'est là où c'est vraiment important. Et après, surtout, il faut augmenter, nous battons pour un SMIC à 1700 euros pour que les Français puissent acheter des produits de qualité au juste prix, permettant aux agriculteurs de vendre ce qu'ils vendent, si en plus on limite la cupidité de ces centrales d'achat et des intermédiaires, pour qu'ils touchent un juste prix pour leur... Ça c'est quelque chose pour ce qu'ils produisent. Un prix qui leur permet de payer le coût de revient et aussi d'avoir un profit pour se développer, pour s'équiper, pour pouvoir se projeter dans le temps, dans l'avenir. Est-ce que ce serait envisageable? Vous avez surtout des gens qui font du lait qui savent même pas à quel prix il va être acheté à la fin du mois. Alors, il y a très peu de gens qui acceptent de travailler pour un salaire dont ils connaissent pas le montant. Hein. Oui, il y en a peu aujourd'hui. Et est-ce que vous pensez qu'il serait envisageable aujourd'hui d'avoir un salaire commun et faire que les agriculteurs soient des salariés de l'État? Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils reçoivent un salaire fixe. Et est-ce que vous pensez que ça pourrait être une solution, peut-être, de faire que les agriculteurs soient des salariés de l'État, deviennent des salariés de l'État? Moi, je pense pas, parce que la collectivisation, comme ça a été fait dans les pays de l'Est notamment, et il y a des expériences, hein, ça a été tenté,
il faut quand même quelque part, vous savez, l'homme il aime bien mener sa propre barque. Donc il a mesuré ses progrès par rapport à sa progression, par rapport à son travail. Si un salaire d'État égalisé pour tout le monde, etc., et c'est plus lié à un effort personnel, c'est démotivant en fait. Après, qu'il y a des coopératives où l'État peut aider, qu'il y a une mise en commun, qu'il y a une mutualisation de certains moyens, de certains investissements, oui, ça on peut le faire, il faut le faire. D'accord. Mais c'est pas chacun tout seul contre tout le monde non plus. Mais le tout public, bon, pour l'armée c'est bien, mais pas pour les agriculteurs. D'accord. Et pour revenir donc au niveau de la fiscalité. Oui, ça, de toute façon, il faudrait une harmonisation fiscale. Avec chaque cheminade, disons que la zone euro, c'est un Titanic. C'est le premier qui part qui est gagnant. Mais après, il faut ramer dans les canaux de sauvetage, aller sur terre ferme et construire un nouveau bateau. Et refaire l'Europe avec 6, 7, 8 pays où on peut avoir une harmonisation fiscale et sociale. Et à ce moment-là, ce sera l'occasion de mettre... effectivement d'harmoniser cette fiscalité pour pas qu'il y ait cette pseudo-concurrence qui est en fait une escroquerie. Donc pour vous, on doit garder l'Europe, on doit garder l'Union européenne? Non, j'ai bien dit que c'est un la modifier qu'il faut quitter au plus vite. D'accord, ok, donc c'est bien ce que j'avais compris. Il faut refaire une Europe des États-nations et des patries et des projets. C'est-à-dire ce n'est pas parce qu'on garde une certaine souveraineté monétaire et budgétaire qu'on ne peut pas réunir tous les ministres européens de l'agriculture et d'avoir une politique commune. D'accord. On peut avoir une politique commune sans avoir une monnaie unique. Oui, tout à fait. Vous savez, il y a plein de belles choses qui ont été faites avant l'existence de l'euro. Souvent, c'est bien de voir les différentes manières de voir qu'est-ce qui pourrait être l'avenir aussi de l'Europe, parce que je peux vous dire qu'en tour du monde ça discute, dans les nouvelles générations, les Anglais, les Irlandais, les Français, etc. on discute beaucoup et tout le monde se pose les mêmes questions de l'avenir de l'Europe. Donc oui, mais si vous avez des candidats, ils veulent sortir, ils ne proposent rien sur ce qui se fait par la suite. Donc moi j'ai dit, ces gens-là discutent de hors d'œuvre, mais pas sur le plat principal. Il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN pour redonner une souveraineté. Mais après, il faut des coopérations renforcées entre États partenaires en Europe, entre continents et entre grandes puissances. Donc, c'est pas pour aller vivre en autarcie, aller vivre tout seul et fermer les frontières. Et manger l'écorce des arbres. Oui, d'accord, mais après, j'ai une dernière question. Alors, celle-là me touche particulièrement parce que ça touche les agriculteurs de demain. Donc, vous y avez un peu répondu tout à l'heure, mais j'aimerais avoir un peu plus d'informations parce que ça m'interpelle, parce que j'en fais partie. Je suis fille de céréalier. Et comment voyez-vous l'avenir des exploitations? Parce que lorsque les enfants sont partis étudier dans d'autres domaines, que ce soit le commerce, la publicité, la communication, l'immobilier, l'informatique, ma meilleure amie, elle est fille d'agriculteur pareil, elle est partie à Bordeaux, moi je suis partie à Paris pour un MBA j'ai fait de la communication et j'ai fait du commerce, j'ai un autre ami qui est parti ingénieur en informatique. Et comment aujourd'hui, parce qu'on parle souvent que la France, c'est l'agriculture familiale. Et qu'est-ce qui va se passer demain? Parce que aujourd'hui, moi, je vous avoue que j'ai envie de garder l'exploitation de ma famille parce que c'est quelque chose qui je viens de là. C'est mon socle de vie, cette exploitation. Mais qu'est-ce que demain? Quelle va être la solution? Parce que moi, je suis partie faire des études à l'étranger. Je suis partie complètement dans un autre domaine que l'agricole. J'ai envie de garder l'exploitation, mais d'un autre côté, il y a des gens qui ont fait ces études-là et je vais pas prendre leur métier, sachant que ces jeunes-là, ils ont étudié pour faire l'agriculture de demain. Je ne vais pas prendre leur métier demain.
Qu'est-ce qu'il faut faire demain? Qui seront les agriculteurs de demain? Comment on va pouvoir solutionner ce problème-là quand la génération de mon père va partir à la retraite? Il y aura des entrepreneurs jeunes, dynamiques, qui iront chercher les meilleurs ouvriers, les meilleurs ingénieurs et les meilleurs ergonomes pour faire marcher leur entreprise, mais qui se développera dans un esprit d'une famille recomposée. Voilà. D'accord. Une famille. D'accord. C'est moderne. C'est moderne. La famille évolue partout. Non, parce que c'est vrai que c'est... Après le divorce, le mariage. Non, mais c'est vrai que c'est une question qui peut se poser parce que les exploitations agricoles coûtent quand même très cher aujourd'hui pour un jeune pour investir. Et pour qu'elles restent dans les familles, c'est aussi un autre souci. C'est qu'en fait, on a les deux problèmes qui se chevauchent, entre guillemets. C'est qu'on a le souci qu'une exploitation agricole coûte cher pour investir. Et de l'autre côté, on a les enfants qui sont partis étudier dans d'autres domaines. Donc en fin de compte, c'est vrai que c'est quand même un futur assez complexe pour garder le nombre d'exploitations qui baisse quand même tous les jours un peu plus, parce que tous ceux qui sont en école d'agro, beaucoup partent en marketing et partent en ingénierie. Et exact. Mais ça, il y a plusieurs problèmes. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes jugé sur vos garanties. Vous n'êtes pas jugé sur le projet. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut avec notre réforme bancaire, c'est de nouveau des banques qui jugent non pas sur qui vous êtes et ce que vous possédez ou pas possédez, mais quel est votre projet. Comme on le faisait après la guerre. Après la guerre, voilà, les gens n'avaient plus rien. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de tracteur, ils n'avaient rien. On dit, ok, qu'est-ce que vous savez faire? Vous savez faire planter des patates. Ok. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un bout de terre? D'accord. On vous donne un crédit pour l'acheter. Pour exploiter les patates, vous avez quoi? Les outils? On vous fait un crédit pour les outils. Mais par ailleurs, il y avait un État qui encadrait le marché, qui faisait qu'on savait que la patate, ça valait tant, que pour le produire, ça coûtait tant, et pour le vendre, on pouvait le vendre à tel prix. Et que donc, si le projet, celui qui démarrait la chose, s'il travaillait réellement, dans X années, il avait remboursé. Donc, et ça, aujourd'hui, on a des banques qui ne prêtent plus. Ils ne prêtent que ce qui rapporte à très court terme ou sur la base des garanties. Donc, même si vous avez un mauvais projet et vous avez 1 million en poche, on vous prête 1 million parce qu'on s'en fout de votre projet. Tout à fait. Ce qu'on veut, c'est une garantie que si ça marche pas, on va récupérer ce qu'on a mis. Donc c'est pas un pari sur l'avenir humain. Nous, on veut pas les paris en bourse, mais on veut les paris sur le travail humain. Et ça, il faut créer. Donc c'est pour ça qu'il faut séparer les banques. Les banques qui veulent spéculer, ça va totalement séparer les banques du crédit et des dépôts. Si les banques spéculent, quand ils se trompent, ils feront faillite et ce sera leur problème, pas le nôtre. Les banques de crédit, ça c'est pour l'économie productive, ils doivent être soutenus et protégés par l'État. Mais il faut que le problème, c'est des projets. Il faut un vrai projet. Et pour ça, il faut un conseil du crédit. Il faut des gens qui ont un vrai jugement sur les projets, pas sur la comptabilité et l'argent. Non, mais c'est... par rapport à ça... À ce moment-là, les gens, si vous voulez reprendre l'exploitation, il faut déjà qu'il y ait un 0 impôt pour reprendre la chose. Deuxièmement, mais que vous venez avec un projet. Les gens qui n'ont pas de projet, on leur donne pas de crédit. Vous venez avec un projet. Si vous n'avez pas de projet, vous allez à la chambre de commerce, vous allez dans les chambres de métier, vous allez dans les chambres d'agriculture. Vous travaillez d'abord pour un projet. Et après, nous, on fait en sorte qu'il y a des banques qui financent des projets. Mais ça marche. Et en même temps, évidemment, il faut une régulation avec des prix planchers qui permettent de réguler les prix. Parce que si vous produisez des choses... C'est ce qu'on a fait. On a détruit l'Afrique comme ça. La Banque mondiale, ils sont allés dans des pays
en disant ici les cultures vivrières ça ne nous intéresse pas, vous allez faire du sucre parce que le sucre est à tel prix sur le marché. Si vous pendant 10 ans vous faites du sucre, vous allez rembourser vos dettes. Ben, ils ont tout abandonné pour faire que du sucre. Ils ont produit du sucre, le prix s'est effondré après 2 ans. Donc les gens sont complètement endettés, ils n'ont même plus de quoi manger parce qu'ils ont sacrifié leur culture vivrière. Parce que c'est le marché qui a défini les investissements et non pas la raison humaine. Remettre l'humain au centre. Oui, surtout la raison humaine. Puisque tout ce qui est humain n'est pas raisonnable. Hein. Oui. Non, pas tout ce qui est humain, mais c'est vrai que aujourd'hui, le citoyen est à remettre au centre face à l'argent, le côté que... remettre la bonne partie du citoyen au centre. on va la calculer. Non, mais je suis vraiment ravie d'avoir eu cette discussion avec vous parce que vous m'en avez appris encore un peu plus et vous m'avez fait d'autres déclics. Moi, quand je trouve des oreilles qui s'ouvrent, je me transforme en fontaine. Mais c'est très bien parce que c'est très très intéressant et je suis vraiment très ravie d'en savoir vraiment plus encore et encore de Monsieur Cheminade parce que et de vous parce que j'ai eu l'occasion de vous avoir au téléphone et parce que vraiment c'est en vous écoutant et en vous interrogeant qu'on peut savoir vraiment comme on dirait ce que vous avez dans le ventre, que si on vous laisse pas la parole on peut c'est moins facile de savoir. Oui. Parce que bon internet c'est bien mais c'est en tout cas j'espère vraiment que j'aurai l'occasion peut-être un jour de vous rencontrer. Vous êtes les bienvenus à venir au prochain événement d'agrophilia.com quand je rentre en France si vous êtes intéressé parce que ça me ferait vraiment grand plaisir et je vous remercie énormément pour cet entretien et voilà parce que bon j'allais dire vous bonne journée mais moi il est le matin mais chez vous il est déjà le soir.